Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de la série d'électromagnétisme, série de TD numéro 3 que j'ai posté sur la chaîne il y a, je crois, 3 ou 4 jours. Donc j'espère que certains d'entre vous l'ont bien travaillé. Ceux qui n'ont pas encore travaillé cette série, je leur conseille de la télécharger, de la bien travailler avant de regarder la solution. Donc l'induction électromagnétique, c'est pas compliqué, c'est pas très difficile, il faut juste comprendre bien le cours et l'appliquer correctement. Donc je vais commencer par des exercices simples, ensuite on va enchaîner par des exercices un peu compliqués. Pour le premier exercice, donc c'est vraiment une application simple de l'induction électromagnétique. Vous avez un conducteur qui se déplace dans un champ magnétique qui lui est perpendiculaire. Donc le champ magnétique ici, je vais changer les axes. Donc X, ça sera l'axe des Y pour être conforme. Et Z, c'est un vecteur qui est sortant. Donc ça n'existe pas, je suis désolé. Donc Z, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan. D'accord? Et qui est sortant. Donc, autrement dit, le champ magnétique est suivant moi l'axe Z. Bien. Donc voilà, déterminer la force électromotrice induite par la loi de Faraday, par la circulation du champ électromoteur et donner le schéma électrique équivalent. Donc toujours dans les exercices d'induction, première question, je suis dans quel cas? Cas d'un circuit mobile dans un champ statique au circuit fixe dans un champ variable. Ce qu'on a appelé cas de Lorentz, cas de Neumann. Bien sûr, dans ce cas-là, on est dans le cas d'un circuit mobile dans un champ statique. Donc le champ électromoteur, c'est V vectoriel P. Bien. Donc pour calculer la force électromotrice, vous avez deux méthodes. Donc pour un circuit ouvert, c'est la force électromotrice, c'est moins la variation de flux coupé par rapport au temps, ou bien la circulation du champ électromoteur. Donc quand la barre se déplace, il coupe les lignes du champ et il va décrire une surface et donc un flux coupé. Donc on va essayer de calculer ce flux coupé, calculer sa dérivée par rapport au temps et on obtiendra la tension induite aux bornes de cette barre. Bien, donc voilà pour le flux coupé, c'est l'intégrale B scalaire D de S, avec D de S c'est D de R, un déplacement élémentaire de la barre dans la direction de déplacement, multiplié par un élément de longueur D de Y, j'ai choisi l'axe Y vers le haut, donc D de Y, et ça va vous donner D de R vectoriel D de suivant EX, vectoriel D de Y suivant EY, ça va être D de R fois D de L qui est en fait D de Y suivant Z. Donc Z c'est le vecteur qui est perpendiculaire au tableau, qui est à l'écran, qui est sortant. D'accord? Bien. Le champ magnétique, lui, c'est un champ qui est rentrant et il est suivant moi EZ. Donc si je calcule cette intégrale, calcul très simple, ce sera moins l'intégrale D de R fois D de L qui est en fait D de Y, D de Y ici, D de Y, voilà, et bien sûr, pour D de R, c'est D de X, d'accord? Et l'intégrale sur D de Y, ça vous donne la longueur du circuit, et l'intégrale D de X, ça vous donne X. X, c'est la longueur parcourue, la distance parcourue par la barre lorsqu'il se déplace. Donc X, il a parcouru une distance X. Bien, voilà le flux coupé. On a calculé le flux coupé, et bien sûr, la force électromotrice, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de flux par rapport à B. Bien. Je reviendrai sur le signe de tension. Donc la force électromotrice, c'est la dérivée de flux coupé, et ça vous donne B fois L fois V. Revenons maintenant au cas précédent. Donc le schéma électrique, d'accord, donc on a trouvé une tension positive, donc j'ai orienté le circuit D de L dans ce sens-là, donc voilà la tension induite, c'est une tension, on a trouvé qui est positive, donc voilà la borne positive, voilà la borne négative. Peut-on prévoir que c'est cette partie-là où on aura un potentiel élevé et c'est cette partie-là qu'on aura un potentiel faible sans faire de calcul? Oui, bien sûr, on peut le prévoir en utilisant juste le champ électromoteur. Quand la barre se déplace avec une vitesse v, vous faites v vectoriel b et ça vous donne un vecteur qui est dirigé dans ce sens-là. D'accord?
Donc, je disais, voilà, le champ électromoteur, il est dirigé suivant l'axe des Y. Donc, chaque électron de ce conducteur va être soumis à la force de Lorentz QV vectoriel Q fois E. L'électron est chargé négativement, donc la force va attirer l'électron de ce côté-là. Donc, c'est ce côté-là qui va être chargé négativement, ce côté-là va être chargé positivement, et donc on retrouve effectivement le schéma électrique équivalent. Bien. Maintenant, essayons de retrouver le même résultat, mais en utilisant la circulation, cette fois-ci, de champ électromoteur. Je suis dans le cas de Lorentz, donc le champ électromoteur, c'est V vectoriel B. D'accord? Et je calcule la circulation de V vectoriel B qui est suivant EY, scalaire, un élément de longueur de la barre qui est D de Y suivant EY. Là, V constant, B constant, ça me donne tout de suite B fois V fois L. Donc, exactement le même résultat. Donc, vous voyez comment on applique les lois de l'induction dans le cas d'un circuit ouvert. Bien. Maintenant, on va placer, là on était dans le cas d'un circuit ouvert en cas de translation. Là, on va passer à un cas d'un circuit ouvert, mais dans le cas de rotation. Donc, vous avez une barre qui tourne autour d'un axe, d'un point fixe avec une vitesse angulaire oméga, qui est égale à d de θ sur d de t, et toujours dans un champ perpendiculaire à l'écran et qui est rentrant. Même chose, déterminer la force électromotrice induite aux bornes de la barre par la loi de Faraday et par la circulation du champ électromoteur, et quel sera le schéma électrique équivalent de cette barre. Donc essayez de bloquer la vidéo, et si vous avez bien répondu, c'est ce que vous avez très bien compris, le phénomène d'induction dans ce cas-là. Bien. La barre qui se déplace avec une vitesse angulaire oméga. Donc là, le point le plus important, c'est chaque point de la barre va avoir une vitesse linéaire différente. Pourquoi? Parce que vous avez la vitesse, c'est R oméga. Donc plus on s'éloigne du centre, plus la vitesse va augmenter. Donc voilà la vitesse linéaire. Bien, maintenant on va essayer de calculer le champ électromoteur. Donc le champ électromoteur, par définition, je suis toujours dans le cas d'un circuit mobile dans un champ statique, donc c'est V vectoriel B. Donc la vitesse d'un point quelconque de la barre est les suivants Eθ, et sa valeur, donc c'est tangent à la trajectoire. Ici, le mouvement, c'est un mouvement de rotation, donc c'est un mouvement circulaire. Donc la vitesse, il est suivant moins Eθ, et le champ magnétique, lui, il est suivant moins Ez. Donc le champ électromoteur va être suivant moins ER. Donc vous avez un champ électromoteur qui est dirigé, suivant moins ER. Le vecteur ER est dirigé vers l'extérieur, le champ électromoteur et les rentrants. Et vous voyez bien que le champ électromoteur est donné par moins V fois B suivant ER. Donc, je peux calculer la force électromotrice par la circulation du champ électromoteur le long de la barre. D de L, c'est D de R suivant ER. Voilà. Et B, je remplace le champ électromoteur par sa valeur, et donc vous aurez l'intégrale de V fois B D de R. Et donc, là, il faut faire attention. La vitesse, elle dépend de R. Donc là, on a orienté le circuit dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, pour avoir ceci, il faut que D de L suivant ER. Donc, je l'ai orienté dans ce sens-là. D'accord? D'accord? Pour avoir un élément de longueur qui est suivant moins ER. Comme ça, moins ER avec moins ER va avoir un signe positif ici. Bien. Là, l'intégrale, il faut faire très attention. Il ne faut pas écrire V fois B, l'intégrale D de R, c'est VB fois R. Pourquoi? Parce que vous voyez B, il dépend de R. C'est là le point un peu important. D'accord? Donc la vitesse, elle dépend de la point où se trouve. Il dépend pour chaque point de la barre. La vitesse dépend de R. Donc vous remplacez V par R oméga avant d'intégrer. Maintenant l'intégrale de R D de R, ça va vous donner L au carré sur 2. Bien sûr l'intégrale de rayon, j'intègre entre 0 et L. Voilà donc le schéma électrique. Donc vous voyez que comme j'ai orienté le circuit dans ce sens-là, je vais mettre la force électromotrice dans le sens d'orientation. Rappelez-vous le canevas que j'ai donné, et voilà le schéma électrique de ma barre. Donc c'est là le potentiel le moins élevé, voilà le potentiel le plus élevé. Peut-on prévoir
ce schéma sans faire de calcul. Donc tout est dit dans cette expression du champ électromoteur. Vous voyez bien que le champ électromoteur est suivant moins ER. Donc les électrons vont être soumis à la force Q fois E. Donc l'électron va être, la charge négative va être soumise à une force opposée au champ électromoteur. Donc c'est bien cette partie-là qui va être chargée négatif et cette partie-là qui va être chargée positif. Donc voilà pour le calcul de la force électromotrice par la circulation du champ électromoteur. Maintenant, essayons de la calculer à partir de flux. Là aussi, vous aurez un flux coupé. Pendant que la barre tourne, il va couper les lignes de champ. On parle de flux coupé de la barre et on va essayer de le calculer. Bien, donc calculons le flux coupé par la barre pendant son déplacement. D'accord? Donc le flux coupé, c'est B scalaire D de S, ou bien B fois S. Quand la barre tourne, il va décrire un élément de surface, par exemple cette surface-là. C'est un triangle, et la surface d'un triangle, c'est quoi? C'est 1/2 fois la longueur fois la largeur. D'accord? 1/2. Cette distance-là, c'est L, multiplié par cette distance, c'est la longueur fois l'angle. Donc L multiplié par L fois θ fois 1/2. Donc ça, c'est la surface du triangle décrit par la barre dans son déplacement. Ensuite, il suffit de dériver, bien sûr, la dérivée de flux. C'est la force électromotrice, c'est la dérivée de flux par rapport au temps avec un signe moins. Et vous voyez bien qu'on retrouve exactement la même relation que tout à l'heure. Donc voilà le cas d'induction dans le cas de circuit ouvert, cas de translation, cas de rotation. Donc on va essayer maintenant de passer à un exercice classique aussi, mais cette fois-ci d'un circuit ouvert. C'est une barre qui se déplace sur les fameux rails de la place. Essayez de décrire le phénomène physiquement, qu'est-ce qui se passe. Avant de passer au calcul, donner les équations mécaniques et électriques et en déduire l'expression de la vitesse en fonction du temps. Bien sûr, dans ce cas-là, on va communiquer à la barre une vitesse initiale V0 et on va regarder comment va évoluer son mouvement en fonction du temps. Donc un petit rappel, pour appliquer les lois de Faraday, donc il faut toujours orienter le circuit, le courant est dans le sens choisi, donc c'est algébrique, et la force électromotrice est dans le sens du courant choisi, quand vous voulez faire le schéma électrique équivalent. Donc je commence par orienter mon circuit, donc voilà l'orientation que j'ai choisie. La barre se déplace avec une vitesse V, donc avec cette orientation, la normale va être vers le haut. Donc l'orientation vous fixe la normale et donc vous fixe la direction de la surface. Très bien. Donc équation mécanique, je suis dans le cas de translation. Donc circuit mobile dans un champ statique. Je calcule donc le champ électromoteur qui est V vectoriel B. Donc d'abord, décrire physiquement ce qui se passe. Donc quand la barre se déplace, donc circuit mobile dans un champ statique, donc je serai dans le cadre de l'induction électromagnétique. Donc il y aura création d'un courant induit. Donc qui dit courant induit, en présence d'un champ magnétique, donc il y aura apparition des forces de la place. Dans quel sens sera ce courant induit? Donc quand la barre se déplace, le flux va augmenter, donc le courant induit doit s'opposer au mouvement de la barre. Donc réellement, le sens du courant induit va être dans le sens inverse. D'accord? C'est-à-dire, avec le sens choisi, j'aurai un courant induit négatif. Bien. Mais nous, on oriente toujours le courant dans le sens choisi. C'est algébrique. Donc ça veut dire, I, il est dans ce sens-là. Le courant induit avec ce sens-là, ça va être dans ce sens. Mais, bien sûr, le courant réellement il circule dans le sens inverse, ça veut dire notre courant est négatif. Donc la barre va être soumise à la force I d de L vectoriel B. Donc voilà un élément d de L vectoriel B. Donc un déplacement élémentaire de la barre, un élément de longueur de la barre, pardon, d de L. Donc vous avez un élément de longueur d de L. Vous faites d de L vectoriel B, ça va vous donner ce vecteur-là. D'accord? Et si j'intègre I d de L vectoriel B, ça va me donner Bil fois EX. Donc EX, c'est ce vecteur, cet axe-là. Donc c'est cet axe-là qui est l'axe d'X. Donc la force de la place
elle est donnée par Bil fois EX, puisque le courant est négatif, donc bien sûr ce sera une force de frottement. Il va tendre à stopper le mouvement de la barre. Bien, maintenant on va essayer d'écrire les équations mécaniques. Bon, pour les équations mécaniques, c'est tout simplement le principe fondamental de la dynamique. Je suis en translation, la somme des forces égale à m gamma. Les forces, il y a le poids, la réaction des rails et la force de la place. Et si je projette sur l'axe des x, il ne restera que la force de la place qui est égale à Bil et gamma, c'est m fois x secondes. Voilà l'équation. Pour résoudre cette équation, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer quelle est l'expression de I. Et ça, c'est les équations électriques, autrement dit loi d'Ohm, qui va nous déterminer l'expression du courant. Donc, pour déterminer l'expression du courant, on va utiliser tout simplement le schéma électrique équivalent. Donc voilà, j'oriente le schéma électrique, le courant est dans le sens d'orientation que j'ai choisi, la force électromotrice est dans le sens du courant, j'applique la loi d'Ohm. Donc vous avez E égale à RI, et donc E c'est moins d de phi sur d de t. Je calcule le flux. Pendant que la barre se déplace, le flux c'est B scalaire S, la normale est vers le haut, B est suivant l'axe Z, donc le flux ça sera BL fois X. Donc la dérivée de flux c'est moins B fois L d de X sur d de t qui est la vitesse. Donc je détermine le courant, c'est E sur R. Vous voyez bien que j'ai un courant qui est négatif. Donc l'expression du courant, c'est moins BL fois V sur R. Voilà le courant qui circule dans cette barre-là. Vous voyez bien que j'ai trouvé un courant négatif. C'est tout à fait normal parce que j'ai choisi mon sens positif dans ce sens-là. Si j'avais choisi le sens de parcours l'autre sens, j'aurais trouvé un courant positif. Bien. Maintenant, je remplace le courant dans les équations mécanique par sa valeur en fonction de la vitesse et j'aurai une équation différentielle en fonction de V. Donc x secondes c'est d de V sur d de t. Et donc je trouve une équation de premier ordre facile à intégrer. La solution c'est V est égal à V0 exponentielle moins t sur tau. Et voilà la représentation de la vitesse en fonction du temps. Donc la barre va se déplacer jusqu'à s'arrêter au bout d'un temps qui est de l'ordre de 5 tau. Et tau, c'est le temps de relaxation qui est m fois la résistance divisé par BL au carré, B carré L au carré. Donc vous voyez un peu comment on traite donc il faut être cohérent. Donc bien orienter votre circuit et travailler en algébrique. En algébrique. Donc si une valeur est positive, ça veut dire il est dans le sens choisi, négatif dans le sens inverse que vous avez choisi. Ensuite, on détermine les équations mécaniques, le schéma électrique, les équations électriques. Après, on peut résoudre n'importe quel problème. Bien. Maintenant, on va déterminer la force électromotrice par la circulation du champ électromoteur. Donc, toujours, on est en cas de Lorentz. Donc, le champ électromoteur, c'est V vectoriel B. Donc, V vectoriel B. Donc, vous avez la vitesse. V vectoriel B, c'est un vecteur qui est dans ce sens-là. Donc, suivant moins EY. D de L, lui, il est suivant plus EY. Donc, vous allez avoir moins V fois B suivant EY, scalaire D de Y suivant Y. Vous voyez, toujours, j'ai choisi ce sens-là. Donc, j'adopte le sens choisi. D'accord? Donc, la vitesse, il est suivant EX. B, il est suivant EZ. EX vectoriel EZ, c'est moins EY. Scalaire D de L, c'est un élément de longueur de la barre que je dois choisir dans le sens de l'orientation choisie. Donc voilà un élément de longueur D de L de la barre. Un élément de longueur D de L, c'est D de Y suivant EY. Et ça me donne exactement la même force que j'ai trouvée tout à l'heure avec la variation de flux. Bien. Si par hasard un candidat a choisi le sens de parcours, le sens inverse, le résultat final, bien sûr, ne va pas changer. Mais les formules, il y aura toujours des signes moins qui vont. Le flux, cette fois-ci, va être négatif. La force électromotrice va être positive. Le courant va être positif. La force de la place va être directement suivant moins EX. D'accord? Voilà. Et vous retrouvez en définitive même équation différentielle. D'accord? Donc, vous choisissez un sens bien déterminé. Vous travaillez en algébrique et le résultat, bien sûr, ne doit pas dépendre du sens que vous avez choisi. Bien. Maintenant,
je passe encore un troisième exercice relativement simple là aussi. Donc on vous dit une bobine dont le coefficient de self-induction est de 30 millihenries. On envoie un courant qu'on fait varier suivant le schéma ci-dessous. Donc le courant décroît de 2 ampères jusqu'à 0 en un temps de 0,1 seconde de façon linéaire. Déterminer la force électromotrice induite et là, du coup, un courant induit, bien sûr. Quel est le sens de ce courant induit et que vaut la force électromotrice induite? Là, on est dans ce qu'on appelle l'auto-induction. Qu'est-ce que c'est que l'auto-induction? Vous avez la solénoïde parcourue par un courant. Donc, vous allez avoir un champ magnétique pendant que le courant chute de 2 ampères jusqu'à 0. Le champ magnétique varie. Donc, je suis dans le cas d'un circuit placé dans un champ magnétique variable qui est créé par le circuit lui-même. C'est pourquoi on l'appelle auto-induction. Et dans ce cas-là, on va voir que le flux propre, c'est le coefficient d'induction fois le courant. Donc, il décroît, donc le flux décroît, donc il induit et dans le sens, donc ça c'est juste pour décrire le sens du courant avant de le calculer. Comme le courant diminue, donc le flux diminue, donc le courant doit s'opposer à cette diminution. Donc il va créer un champ qui compense la diminution de flux. Autrement dit, le courant induit va être exactement dans le même sens du courant qui lui a donné naissance. Bien, la force électromotrice, c'est moins la variation du flux propre. On peut dire ici flux propre par rapport au temps. Or, le flux propre, c'est L fois I. Donc, c'est moins L d de I sur d de T. Donc, voilà. Je calcule d de I sur d de T. Donc, c'est la pente de cette courbe-là. C'est 2 divisé par 0,1. 2 ampères divisé par 0,1, donc ça fait 20 ampères par seconde, bien sûr avec un signe moins, parce que c'est une pente négative. Et donc la force électromotrice, ça va vous donner le coefficient d'induction qui est 0,03 multiplié par d de I sur d de T. Et ça vous donne la force électromotrice, c'est moins L, donc bien sûr c'est moins L fois d de I sur d de T, et ce sera positif. Parce que d de I sur d de T est négatif, avec ce signe moins, c'est positif. Voilà, donc le courant induit, bien sûr, il est dans ce sens-là. Donc la force électromotrice, ce sera de 0,6 volts. Bien, voilà pour les 3 ou 4 exercices qu'on a traités, vraiment des applications directes. Bien, je passe maintenant à des exercices à un niveau un peu supérieur. Bon, celui-là, c'est pas très compliqué, pas très difficile, mais très classique. Vous avez une bobine plate de N-spire de rayon petit r, c'est celle-là, c'est la petite bobine là, qui est placée au milieu d'un solénoïde. Et on suppose que le solénoïde est parcouru par un courant variable pour donner un champ magnétique variable qui est B de T suivant OZ. Déterminer le flux envoyé par le solénoïde à travers la bobine, en déduire la force électromotrice induite en utilisant la loi de Faraday, retrouver la force électromotrice par le champ de Neumann. Maintenant, le solénoïde est parcouru par un courant continu. Ce courant est brusquement annulé. Déterminer la quantité de charge induite qui a traversé la bobine. Donc, on a parlé du courant induit. Maintenant, on va déterminer quantité de charge induite. Donc là, c'est un autre exemple de cas d'induction de Neumann, mais c'est un exemple très très pédagogique. Bon, première chose, puisqu'on est cas de Neumann, on va déterminer le champ électromoteur qui est donné par moi, la dérivée du potentiel vecteur par rapport au temps. Quelle sera la direction du potentiel vecteur? Avant de faire le calcul, toujours on revient au problème de symétrie sur lequel j'ai trop insisté pendant les 2 chapitres de l'électrostatique et de la magnétostatique. Ici, pour déterminer la symétrie, on ne connaît pas le sens du courant, mais on connaît la direction du champ magnétique, B. D'accord? Bon, on va travailler avec un B qui est suivant OZ. Donc, si B est suivant OZ, ça veut dire quoi? B, elle appartient à un plan d'antisymétrie. Donc, ça veut dire ER, Eθ, c'est un plan d'antisymétrie. Or, le champ potentiel vecteur, c'est un vrai vecteur. Il obéit aux mêmes règles de symétrie que le champ électrique. Donc, le champ potentiel vecteur va être perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. Donc, il va être suivant Eθ. Voilà
le schéma le plus simple pour déterminer la direction de A. Donc vous avez ER, EZ, donc voilà ce plan-là, le plan auquel appartient B, c'est ER. EZ est un plan d'antisymétrie. Donc le potentiel vecteur, puisqu'on prend un solide infini, ne dépendra que de R et de T, et il sera suivant à θ. Bien. Bon, ça, je l'ai introduit parce qu'on aura besoin tout à l'heure. Maintenant, première question, calculez le flux envoyé par le solenoïde à travers la bobine plate. Ici, vous avez un champ magnétique qui dépend uniquement du temps, donc B de T. Donc, on va calculer le flux envoyé à travers une seule spire. Je prends ici une seule spire du solénoïde que j'oriente dans ce sens-là. Comme ça, le vecteur D de S va être dans le sens de B. Donc le flux envoyé par la bobine plate à travers une seule spire, c'est tout simplement B fois S. Parce que B est constant, il ne dépend pas de R, donc ce sera B fois pi r carré. R, petit r, c'est le rayon de la bobine plate. Petit r. Pour n spire, vous multipliez tout simplement par n. Donc voilà le flux envoyé par le solénoïde à travers ma bobine plate qui est formée par n spire. Bien. Maintenant, la force électromotrice, bien sûr, vous dérivez. Le seul terme qui dépend du temps, c'est le champ. Donc j'aurai moins n pi r carré d de b sur d de t. Maintenant, si la bobine plate se trouve à l'extérieur, quelle est la force électromotrice induite? Bien sûr, ça sera 0. Pourquoi? Parce que on suppose le solide infini, donc le champ magnétique à l'extérieur est nul, donc il n'y aura pas de ligne de champ qui traverse cette bobine plate. Calculez la force électromotrice maintenant à partir de la circulation du champ électromoteur. Donc vous voyez, la symétrie ici c'est très intéressante, très importante pour savoir la direction de A. Donc GA est égal à A de θ suivant θ. Pour déterminer l'expression de A, vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez B égale à rotationnelle de A sous forme locale, ou bien sous forme intégrale. Des fois, cette équation permet de déterminer A facilement. Dans d'autres cas, la deuxième, c'est plus simple. Par exemple, dans ce cas particulier, bon, les deux sont faciles, mais je préfère utiliser la forme intégrale. Je calcule la circulation de A suivant un cercle de rayon R est égal au flux de B à travers la surface qui entoure ce cercle. D'accord? Donc la circulation de A va vous donner A fois 2πr. Et le flux de B, parce que partout le champ existe à l'intérieur du solénoïde, donc en particulier sur la surface entourée par ce contour gamma, c'est B fois πr carré. Donc le champ à une distance petit r de l'axe OZ, c'est B fois R sur 2. Donc le champ électromoteur, c'est moins D de A sur D de T, donc c'est moins R sur 2, D de B sur D de T suivant θ. Donc voilà l'expression du champ électromoteur. Tout ça, c'est algébrique. Hein? Bien, donc la circulation, bien sûr, c'est EM, D de L, c'est R, D de θ suivant θ. Donc vous remplacez, mais là, il faut faire très attention, j'intègre sur un cercle de rayon R, donc R est constant. Donc il me reste juste l'intégrale de D de L qui est 2πr. D'accord? Donc je sors tout ce qui est constant, tout ça c'est constant sur le cercle. Voilà, ça c'est constant. Faites très attention, je répète, vous intégrez ici sur un cercle de rayon R. Je calcule la circulation sur une seule spire, d'accord, de rayon de la bobine plate. Donc j'intègre sur un spire de rayon petit r. Donc D de L va être petit r fois D de θ. Et l'intégrale D de θ, ça vous donne 2π. R c'est constante. Et voilà la force électromotrice induite au bord d'une seule spire. Maintenant, il faut multiplier bien sûr par n spires. Bon, j'ai déjà multiplié ici par n. Donc ça, c'est pour une seule spire. Vous multipliez par n et ça vous donne la force électromotrice. Bien sûr, vous pouvez vérifier. C'est exactement la force qu'on a déjà trouvée par la variation de flux. Donc, vous voyez comment on applique les lois d'induction. Bien. Maintenant, que se passe-t-il si le solénoïde se trouve à l'intérieur de la bobine plate? Se passe-t-il si le solénoïde se trouve à l'extérieur ici, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ah pardon, oui, c'est le solénoïde qui se trouve à l'intérieur de la bobine plate. Ça veut, autrement dit, si la bobine plate se trouve à l'extérieur du solénoïde. Voilà. Donc voilà la bobine plate maintenant. Voilà mon rayon petit r. C'est cette distance-là. D'accord? Et est-ce qu'il y aura dans ce cas-là une force électromotrice induite sur la bobine plate lorsque cette fois-ci c'est le solénoïde qui se trouve à l'intérieur? Il faut bien réfléchir avant de répondre. Bien.
Tout à l'heure, on nous avait dit on a répondu si la bobine plate se trouve à l'extérieur du solenoïde, la force électromotrice elle est nulle. Est-ce que dans ce cas-là, elle est nulle? Bien sûr, il ne sera pas nul. Pourquoi? Parce que il y a une partie de la bobine plate qui va être traversée par un champ, par un flux. C'est la surface qui est interne au solénoïde et qui est en même temps une surface interne à la bobine plate. Donc le flux de B à travers une seule spire de la bobine plate, ça sera B fois pi R au carré, avec R ici. Grand R, c'est le rayon de ce cercle-là, c'est-à-dire le rayon du solénoïde. Par contre, ici, bien sûr, il n'y a pas de champ. Ici, il n'y a pas de champ, donc il n'y a pas de flux dans cette partie-là. D'accord? Donc le flux à travers une seule spire, dans ce cas-là, il n'est pas nul. Il est égal à B fois P R carré. J'ai N spire, je multiplie par N, la force électromotrice, vous dérivez et vous obtenez la force électromotrice induite si la bobine, cette fois-ci plate, se trouve à l'extérieur de solénoïde, mais elle entoure le solénoïde. Il ne faut pas qu'il se trouve à l'extérieur complètement. Donc ça correspond à ce schéma-là. Bien. Retrouvez l'expression du champ électromoteur à partir du champ de Neumann. Donc là aussi, on doit calculer. Bon, ça c'est pour toujours l'extérieur. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faut calculer le champ électromoteur en un point à l'extérieur. Là aussi, il faut faire attention. La circulation de A suivant cette courbe-là, parce que je calcule le champ électromoteur à une distance petit r. Donc la circulation de A suivant cette courbe, c'est A fois 2 pi r, égale au flux de B à travers la surface entourée par ce contour, mais là où il existe un champ. Donc ici, bien sûr, il n'y a pas de champ. La seule région où il existe un champ, c'est B fois pi r carré. Donc il faut faire attention. Le flux de B à travers la surface entourée par ce contour normalement, mais j'intègre uniquement là où le champ est non nul. Ici, le champ est égal à 0. De là à là, le champ est nul. Et le champ n'est non nul que dans la partie jaune. Et donc, vous avez A égale à B fois R carré sur 2R. Vous calculez le champ électromoteur. La circulation, comme tout à l'heure, ça ne change rien. La circulation sur un cercle de rayon R, le champ il est constant. Vous multipliez juste par le périmètre et vous obtenez la force électromotrice induite, cette fois-ci, dans le cas où le solénoïde se trouve à l'intérieur de la bobine plate. Bien. Maintenant, le solénoïde est parcouru par un courant I. Ce courant est brusquement annulé. Déterminer la quantité d'électricité induite. Bien, j'ai déjà traité ce problème dans le cours. Comment calculer la charge induite? Donc là, il suffit d'utiliser les deux expressions. Courant induit, qui est la force électromotrice divisée par la résistance, et la force électromotrice qui est moins d de phi sur d de t. Donc R0, c'est la résistance de la bobine plate. Bien, donc le courant, je détermine à partir de ces relations, je remplace E par sa valeur, donc le courant c'est moins 1 sur R, d de phi sur d de t. Bien sûr, ça c'est le courant induit. Donc le courant induit, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Je remplace, je simplifie par d de t et je trouve d de q moins 1 sur R, d de phi. Donc on intègre entre l'état initial et l'état final, entre l'état initial et l'état final. Donc le flux final ici, bien sûr, c'est 0, parce que j'intègre quand le courant passe de I jusqu'à 0. Et le flux initial, c'est NB fois pi r carré. Donc, et l'intégrale d de q, c'est la charge induite, je l'appelle delta q. Donc delta q, ça vous donne N fois B fois pi r carré sur R0. Donc vous voyez, la formule de base qui permet de calculer la charge induite, c'est celle-là. Et puis, vous l'intégrez entre l'état 1 et l'état 2 et vous allez déterminer. Donc, la mesure de la charge induite est directement liée à la variation de flux entre l'état initial et l'état final. Bien. Autre question intéressante, les axes de solénoïde maintenant ne sont plus parallèles. Est-ce que la quantité d'électricité induite va changer? Je déplace la spire, je le mets dans un axe, n'est pas parallèle, n'est pas centré sur l'axe OZ. Bon, est-ce que le flux va changer? Qu'est-ce qu'on a dit? La charge induite, il est proportionnelle aux variations de flux. Est-ce que dans ce cas-là, le flux change? Bien sûr, le flux, c'est toujours B fois la surface, du moment que B est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Donc, comme le flux ne change pas, bien sûr, comme le flux ne change pas, et le flux initial et le flux final ne seront pas modifiés, donc la quantité d'électricité induite ne va pas changer.
Bien, je passe à un autre exercice. Cette fois-ci, vraiment, il faut vraiment être un très bon en maths pour y répondre. Donc, vous avez un cadre carré constitué de n spires en mouvement de translation avec une vitesse a suivant x. A, c'est une constante. Le cadre se trouve dans le plan XY. C'est le cadre, il est en rouge. Il est soumis à un champ magnétique qui est variable avec le temps et qui n'est pas uniforme. Il dépend de x. Donc faites attention ici. B, il dépend du temps et de x. D'accord? Du temps et en même temps, il n'est pas constant. Donc à l'instant t, l'abscisse du centre, ça sera V fois t. Donc le centre du cadre se trouve à une position x est égal à V fois t. On désigne par R la résistance du cadre et par G, c'est une constante qui est 1 moins V divisé par V0. Donc V0, c'est la vitesse initiale. Un facteur dit de glissement et on néglige son inductance propre. Montrer que le flux de B à travers le cadre est donné par ça. On déduire la force électromotrice induite. Là, vous êtes dans quel cas? Vous êtes dans le cas d'un circuit mobile dans un champ variable. Donc vraiment dans le cas général. Bien. Le flux à travers, essayons de calculer le flux à travers une spire de la bobine plate. Bon, il faut l'orienter. Première chose, toujours orienter le circuit. Donc j'oriente le circuit dans ce sens-là. Donc voilà, comme ça, le vecteur surface va être dans la direction de B. Donc le flux, ça sera l'intégrale de B de x de t d de s. C'est quoi l'élément de surface de ce cadre? Il se trouve dans le plan XY. Donc un élément de surface, c'est d de x fois d de y, suivant OZ. Et il suffit de remplacer. Donc surtout ici, ne pas écrire phi, c'est l'intégrale b scalaire d de s, c'est b fois s. On ne remplace le flux par b fois s que si b est constant, est uniforme. Ici, vous avez un champ qui est variable. Il dépend de l'espace et du temps. Donc il faut remplacer d de s par sa valeur avant d'intégrer. Après, il faut intégrer cosinus oméga t moins x sur v d de x sur d de y. Bon, l'intégrale sur d de y, ça vous donne petit b. L'intégrale de lambda cosinus lambda x, c'est 1 sur lambda sinus. Donc là, voilà, 1 sur lambda. J'intègre entre quoi et quoi? Entre v fois t, le centre, c'est v fois t moins b sur 2, jusqu'à v fois t plus b sur 2. Donc ça, c'est la position du centre, moins b sur 2, jusqu'à la position du centre, plus b sur 2. Bon, l'intégrale de cosinus, c'est sinus. Pourquoi si, sinus, mais avec ce signe moins. Donc là, normalement, c'est multiplié par moins. Donc lambda, c'est 1 sur lambda. Et lambda, c'est moins oméga sur V0. Donc je remplace, je multiplie par V0 sur oméga. D'accord? Donc je répète, l'intégrale de cosinus lambda x, c'est 1 sur lambda sinus. Lambda ici, c'est moins oméga V0. 1 sur lambda, c'est V0 sur oméga, c'est moins V0 sur oméga. C'est pourquoi vous avez ce signe moins. Et puis vous allez avoir sinus, ce calcul-là, je vous laisse le soin de le faire. Vous allez voir sinus A moins sinus B, ça sera 2 fois cosinus A plus B sur 2, ou A moins B sur 2, sinus A plus B sur 2, et vous allez trouver facilement cette expression-là. Bien, là vous remarquez que je factorise par oméga t, et je trouve le facteur G qui est donné. Ça sera G oméga t qui est donné dans l'énoncé. Ça, c'est le flux à travers une seule spire. Vous multipliez par n et vous retrouvez le flux total. Donc voilà, déduire la force électromotrice. Bon, il suffit de dériver cette expression par rapport au temps. Et bien sûr, le courant, c'est E sur R. Donc voilà pour cette série où j'ai commencé par des exercices simples. J'ai fini par des exercices compliqués, mais j'espère que c'est très clair et on a essayé d'interpréter et de comprendre, d'appliquer tout ce que nous avons vu dans le cours de l'induction électromagnétique. Donc voilà, à bientôt pour la suite. N'hésitez pas, pour que ce travail ou cet effort que je fais soit profitable, surtout essayez de partager la vidéo avec le maximum de vos amis et également essayez d'envoyer des commentaires positifs, négatifs, selon votre choix, bien sûr, votre appréciation surtout au travail que je vous propose. Bon courage et à très bientôt.